Mali. Bonsoir chers téléspectateurs. Coup franc reçoit pour vous Maître Moutaga Tall, un acteur clé du renouveau démocratique malien, car au prix du sang, au prix de la sueur, l'homme a osé défier le régime Moussa Traoré pour dire stop, car nous voulons un changement. Changement pour pouvoir permettre aux Maliens de s'exprimer librement, de penser et d'avoir de l'alternance au sommet de l'État. Notre invité fut député à l'Assemblée nationale en 1992 à 1997. Il fut également secrétaire général de l'Association des jeunes avocats du Mali, secrétaire général de l'Union du barreau ouest-africain. Il fut également encore secrétaire général de l'Ordre des avocats du Mali. Pour dire que l'homme est constant dans ce qu'il fait, il fut vice-président de l'Assemblée nationale. Plusieurs fois ministre, l'homme nous reçoit, il est le président du parti SINID, entendez par là le Congrès national d'initiative démocratique. Maître, bonsoir. Bonjour à vous et bonsoir. Merci de nous avoir reçus, au plaisir de vous recevoir sur le plateau de Coup franc. Après avoir longtemps cheminé avec le président Ibrahim Boubacar Keïta pour avoir été son ministre, qu'est-ce qui a bien pu pousser Maître Moutaga Tall à se retrouver dans l'opposition? Permettez-moi d'abord de dire que j'ai été député de 1997 à 2013, pas à 1997. Ceci dit, je n'ai pas été ministre d'Ibrahim Boubacar Keïta, j'ai été ministre de la République. Je rappelle que pendant 25 longues années, de 1992 jusqu'en 2013, mon parti a été sollicité 1001 fois et je n'ai pas accepté de renoncer à mon mandat de député pour aller siéger au gouvernement. Plusieurs fois, j'ai plutôt proposé des cadres du parti qui ont occupé des responsabilités éminentes au niveau du gouvernement, des affaires étrangères à la justice, de l'équipement à l'énergie, de la promotion des femmes aux mines, et j'en passe. Pendant tout ce temps, j'ai dit, moi, je continuerai à honorer la confiance et le mandat que le mien à Ségou m'ont confié, et je suis resté au Parlement. En 2013, j'ai été sollicité pour venir mettre de l'ordre dans l'enseignement supérieur au Mali qui était agonisant. J'ai accepté d'y aller et à la fin de ma mission, j'ai présenté un bilan à l'ensemble des Maliens pour leur dire voilà ce que j'ai réussi à faire, voilà ce que je n'ai pu faire. J'ai quitté le gouvernement 3 années plus tard et 6 mois après, le président Ibrahim Boubacar Keïta m'a rappelé et m'a dit je souhaiterais ton retour au gouvernement. Je lui ai dit non, je ne souhaite plus venir au gouvernement parce que, vous savez, le gouvernement, quand on y est, on apprend, on voit et l'on sait. Et ce que j'ai vu ne me permettait pas de continuer à assumer ces fonctions parce que la gestion du pays ne correspondait absolument plus à ma conviction, à mes convictions, à mes idéaux et à ce que je croyais être le bien de mon pays parce que je suis venu en mission. Pourquoi d'ailleurs j'ai été très étonné d'entendre le président dire que nous sommes venus autour d'un festin. Je lui ai dit que pour ma conception de la mission gouvernementale, du service de l'État, c'est plutôt une charge que l'on supporte, mais que ce ne peut être en aucun cas un lieu de villégiature. Voilà pourquoi aujourd'hui je ne suis pas d'accord avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. Sa façon de faire, aujourd'hui la corruption, l'incapacité à maintenir la cohésion nationale dans notre pays me commande
de prendre de la distance par rapport à ce qui se passe. Si le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, vous faisait appel pour le gouvernement Boubou II, allez-vous refuser? J'ai refusé le gouvernement Soumeylou Boubèye Maïga quand le président Ibrahim Boubacar Keïta m'en a fait l'offre. Ce n'était pas un secret, ce n'est pas un secret, parce qu'à l'époque, je l'ai indiqué sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a pu changer pour qu'aujourd'hui, je puisse accepter de revenir dans un gouvernement? Je n'entends pas le service de l'État comme une manière de s'enrichir. Pour moi, notre peuple a souffert. Nous sommes dans des difficultés énormes. Le Mali n'est pas au bord du précipice, le Mali est dans les trous. La sécurité, l'éducation, les services sociaux de base, la gouvernance, tout est problématique aujourd'hui. Les libertés fondamentales auxquelles je tiens particulièrement. Je ne connais pas un Malien aujourd'hui qui n'ait des problèmes avec la gouvernance IBK. Ses principaux soutiens, d'ailleurs pareil dans tous les pays du monde pratiquement, les religieux, la société civile, ont récemment reconnu que tout va mal. Les partis politiques, y compris ceux de la majorité présidentielle, disent que tout va mal. Alors à partir de ce moment, qu'est-ce que je pourrais changer dans un gouvernement? Je ne prendrai un portefeuille ministériel que quand je pourrais changer les choses. Et vous savez que mon combat n'a jamais été d'être ministre. J'ai été plusieurs fois candidat à des élections présidentielles. J'ai des ambitions qui vont au-delà de la fonction ministérielle. Vous n'avez pas pris part au dialogue national inclusif. Pourtant, c'était une volonté affichée des Maliens. Aujourd'hui, quand on fait un retour en arrière, vous n'avez pas de regret? Volonté affichée de quel Malien? C'est nous qui avons été voir le président, qui sommes allés voir le président, pour lui dire qu'il faut instaurer ce dialogue, nous dans le cadre du Front pour la sauvegarde de la démocratie. À l'arrivée, nous ne reconnaissions plus notre bébé. Le dialogue que nous voulions a été vidé totalement de sa substance. Et il n'y avait aucune garantie pour que ces conclusions puissent s'imposer. Aujourd'hui, nous constatons au contraire que nous avons raison. Vous savez, même le comité de suivi qui a été proposé Urbi et Orbi n'a pas encore été mis en place. La seule chose à laquelle on s'est accroché au sortir du dialogue national pour dire qu'il faut l'appliquer a été l'organisation d'élections législatives calamiteuses. Parce que le dialogue national avait pris 4 résolutions fortes. Et le déploiement de l'administration sur l'ensemble du territoire, et retour de la sécurité, élections législatives, puis référendum constitutionnel. Mais quand on veut avancer, on prend les choses par le bon sens. Il fallait d'abord la sécurité, suivi du redéploiement de l'administration pour ensuite faire les élections. Essayer de faire le contraire, c'est prendre les choses à l'envers et aller vers un inéluctable échec. Nous y sommes aujourd'hui. Malgré vos cris de détresse, malgré les appels au boycott des législatives, le 29 mars, les élections ont bel et bien lieu. N'est-ce pas un désaveu pour vous qui avez appelé aux Maliens de rester chez eux? Plutôt des regrets pour le Mali. J'avais attiré l'attention sur 4 points sur la base desquels j'avais indiqué ne faisons pas les élections en ce moment. J'ai indiqué que la cohésion nationale était en cause. Premièrement, les faits se sont avérés parce qu'aujourd'hui, le ministère de l'administration territoriale essaie d'organiser de nouvelles élections. 2, j'ai attiré l'attention sur l'absence de sécurité. L'élection s'est tenue à un moment où les forces de défense et de sécurité eux-mêmes se retiraient de certaines zones pour se regrouper et préparer une offensive. Ce n'est pas le moment de faire des élections tant l'insécurité était grande. Conséquence, au-delà des nombreux morts, le chef de file de l'opposition, Soumeïla Cissé, aujourd'hui, a disparu. Troisièmement, j'ai dit attention à la pandémie. Vous ne pouvez pas prendre les mesures de distanciation physique lorsque vous demandez que des meetings se tiennent.
que des rassemblements aient lieu ici et là, que des cortèges politiques sillonnent les villes. Je n'ai pas été entendu, il y a eu toute une communication, mais in fine, on s'est retrouvé avec une croissance quasi exponentielle de la maladie aujourd'hui. Le Mali fait la course en tête aujourd'hui au Sahel. Et nous sommes depuis une semaine au-dessus de 30 nouveaux cas par jour. C'est énorme. Enfin, j'ai dit attention, vous allez plonger le pays dans une crise politique dont il n'a nul besoin. Et ça va être une crise extrêmement grave. Nous y sommes aujourd'hui, en plein. Alors, je regrette de n'avoir pas été entendu. Mais aujourd'hui, que disent les Maliens? Mountaga avait vu juste, il nous a mis en garde, le pouvoir n'en a pas tenu compte. Aujourd'hui, on paye les prix les plus lourds. Justement, vous avez parlé aussi de la pandémie, mais le mouvement auquel vous êtes, le mouvement M5 RFP, vous organisez des marches. Est-ce que quelque part vous ne contribuez pas vous-même à la propagation de cette pandémie? Vous savez, nous nous sommes rendus compte sur place que le mensonge d'État est devenu la règle dans ce pays. L'on nous a dit, un Malien, un masque, c'est entendu. Au minimum, chaque Malien aura un masque. Nous avons eu le tort de croire que cela était vrai. Et sur place, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas de masque, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a que de la communication et de la pub. Et que le corona business bat son plein aujourd'hui dans notre pays. Nous avons encore appelé les Maliens à se regrouper. Ce n'est pas le gouvernement qui pourra nous en faire grief parce qu'il a tenu les élections, mais ce n'est pas le gouvernement qui nous intéresse, c'est la vie des Maliens qui nous intéresse. Nous insisterons sur le respect par les manifestations des règles et des gestes barrières. Et si j'étais le gouvernement, j'aurais distribué des masques aux organisateurs pour les manifestants. Mais deux poids, deux mesures, deux types de Maliens. Justement, vous avez appelé au boycott des législatives. Chose bizarre, votre secrétaire général de votre parti était candidat en commune 6. L'une des vice-présidents de votre parti était candidate à Nara. Quelque part, n'est-ce pas un affront en tant que président d'un parti? Lorsque les listes, au moment où les listes étaient déposées, le virus n'avait pas fait son apparition au Mali. Nous étions à 0 cas. Mais malgré cela, j'ai indiqué à mes camarades de parti qu'il fallait prendre ses distances par rapport à cette élection et qu'il ne fallait pas présenter de liste. Sur les 55 circonscriptions, il y a eu pour le CENID une dizaine de listes. Ce n'est jamais arrivé. Nous avons toujours couvert au moins les 3/4 ou les 4/5 des circonscriptions. Ceux qui ont déposé des listes étaient ceux qui avaient déjà pris des engagements dont ils ne pouvaient plus se délier. Il faut quand même donner à la parole ou aux engagements pris leur poids réel. Mais lorsque l'épidémie s'est déclenchée au Mali, pour eux, il y avait un argument réel, majeur, pour ne plus y aller. Mais les règles sont telles qu'une candidature déposée ne peut plus être retirée. Ils se sont retrouvés dans cette sorte de cul-de-sac. Malheureusement, il n'y avait plus rien à faire. Et vous aurez observé qu'eux-mêmes et le parti ont été véritablement en retrait de cette campagne. Pour le Mali, pour nos idéaux, parce que nous avons dit très clairement, nous préférons ne pas avoir 2 députés, garder nos idéaux et préserver la santé des Maliens. Que répondez-vous à ceux qui disent que, démocrate hier, Maître Tall est devenu un dictateur? Parce que, pour la simple raison, qu'il reste toujours le président du CNID, pas d'alternance. Ah, je vous entends, j'allais dire quel est l'acte de dictature que j'ai pu poser. Vous savez, moi, je suis fier de dire qu'en 30 années de présence sur la scène politique et en première ligne, je suis aujourd'hui, j'en remercie le bon Dieu, celui qui a été le plus présent en première ligne, sans être le plus âgé, loin s'en faut, parce que j'ai commencé tôt.
J'ai dit aux Maliens plus d'une fois, je défie quiconque de dire qu'en 30 années, j'ai pris la moindre distance avec les règles démocratiques ou républicaines, ou avec les idéaux de mon parti et les miens propres. Et ça dans tous les domaines. Les biens publics, l'attachement aux libertés, apporter ma part là où je suis, dans la majorité comme dans l'opposition. Et personne ne m'a jamais dit encore une fois, voilà ce qui s'est passé. Bon, en 30 années, il peut y avoir des erreurs, bien évidemment, mais l'attachement aux idéaux n'a jamais été démenti. Le respect du bien public n'a jamais été démenti, etc., etc. Maintenant, que les militantes et militants du CNID disent qu'il n'est pas fréquent d'avoir un chef de parti qui refuse d'aller au gouvernement pendant 25 ans, qui se fait élire régulièrement dans sa circonscription, qui a des relations avec les militants qu'il connaît tous par leur nom, en tout cas les responsables, qui tiennent absolument à ce qu'il reste là où il est, même si lui-même, ce n'est pas toujours son avis, trouver un autre nom, mais pas dictature. Pensez-vous un jour à céder le péchoir du CNID? Mais écoutez, au-delà du CNID et de la vie publique, n'est pas être capable de partir quand il faut, mais surtout de pérenniser l'acte qu'on a fait, tout ce qu'on a eu comme œuvre, parce que nul n'est immortel, c'est avoir échoué. J'ai réussi. Et encore une fois, le CNID est le seul dans ces cas. Pendant deux législatures successives, à faire élire dans le parti les plus jeunes députés du Mali. Nous avons réussi à faire la même chose avec les maires. Cela signifie quoi? Que nous préparons la relève. Elle aura lieu. Et croyez-moi, j'aspire à une autre vie aujourd'hui. Mais je ne déserte pas. J'organise tout cela dans la sérénité avec les responsables et les militants du CNID. Quelle analyse faites-vous de l'enlèvement de Soumaïla Cissé? C'est un drame. Pour sa famille d'abord, pour son parti, pour l'Assemblée nationale, pour nous qui sommes dans les meilleurs groupements politiques que lui, le Front pour la sauvegarde de la démocratie, et pour la nation malienne. Mais que s'est-il passé? Lorsque j'ai indiqué qu'on ne pouvait pas faire les élections ou qu'on ne devait pas les faire à raison de l'insécurité, le gouvernement a clairement dit plus d'une fois aux candidats, allez-y, j'assure votre sécurité, j'assure la sécurité de vos militants, j'assure la sécurité des électeurs, j'assure la sécurité de la transmission des résultats. Rien. Aujourd'hui, sur leur conscience, il y a la disparition de Soumaïla Cissé. Mais ce n'est pas pour moi un sujet à polémique aujourd'hui, mais au contraire, un sujet d'unité nationale pour que Soumaïla Cissé puisse revenir sain et sauf dans sa famille. Aujourd'hui, votre parti, pour ne pas dire vous êtes membre du M5 RFP, qui demande purement et simplement la démission du président de la République. N'en faites-vous pas un peu de trop? Car pour mémoire, lorsqu'on sait que Maître Moutagatal est un acteur clé du niveau démocratique, quelque part vous n'êtes pas en train de violer vous-même vos combats. Vous savez, je le dis, je suis et demeure un démocrate, un républicain qui n'a été jamais pris à défaut sur ces thèmes depuis 30 ans. Je fais observer d'abord que le mot démission existe dans notre Constitution. Il est clairement écrit que le président de la République peut démissionner. Nous avons fait le constat qu'on ne peut pas faire pire que ce qu'il y a aujourd'hui. Que si un régime se permet de détourner les sommes allouées aux forces de défense et de sécurité pour protéger les Maliens, que l'on touche les fonds. Que si l'on voit que le Mali aujourd'hui est en coupe réglée dans tous les domaines, que l'éducation a cessé d'exister dans ce Mali, que les leaders politiques pour leur opinion
sont enlevés, séquestrés par qui l'on sait et où l'on sait, sans aucune conséquence. Si l'on voit que tous les jours la paupérisation s'aggrave, si l'on voit les conflits intercommunautaires suscités par le gouvernement lui-même, on se dit on ne peut pas faire pire. Nous nous sommes dit, peut-être que le président ne s'est pas assis pour faire son propre bilan et voir tout cela. Alors, faisons ce bilan pour lui, montrons-le lui et demandons-lui de démissionner. Mais où est le mal? Où est l'entrave à la loi ou à la Constitution? Nous demandons seulement au président de démissionner. Nous rassemblons les gens pour qu'ils sachent que ce n'est pas 2 ou 3 tondus et pelés, mais qu'il s'agit d'une demande forte des Maliens. J'ai dit que quelqu'un me dise en quoi cela est interdit. N'avez-vous pas peur que le pays puisse basculer dans le chaos comme le 22 mars 2012? Pourquoi? Le 22 mars 2012, le principal bénéficiaire s'appelle Ibrahim Boubacar Keïta. Ne l'oubliez pas. Nous n'avons pas besoin de chaos, nous n'irons pas vers le chaos. Vous savez, ceux qui sont aujourd'hui dans ce mouvement ont assumé d'éminentes responsabilités dans ce pays. Ils connaissent et la nation d'abord, et notre société, et le Mali. Ils ont été premiers ministres, ministres, députés, hauts responsables d'Assemblée nationale. Mais nous n'allons pas laisser le Mali sombrer dans les chaos. Nous demandons juste au président, réfléchissez vous-même, constatez que vous avez atteint votre seuil de compétence selon le principe de Peter. Pour l'amour du Mali, tirez-en les conséquences. Mais avant lui, il y a eu des présidents. Avant lui, il y a eu des institutions. Après lui, il y en aura. Nous savons réfléchir. Maître Moussa Gatal, justement, héros dans les années 90, aujourd'hui on ne peut pas dire que vous êtes en train de devenir un zéro en griffe parce que vous n'avez même plus de député à l'Assemblée nationale. Oui, je vous ai dit que je préfère mes idéaux aux députés. Je n'ai pas été aux élections pour n'avoir rien eu. J'ai dit je n'y vais pas dans ces conditions. C'est ce qui fait de quelqu'un un héros. Ce n'est pas la lutte que j'ai menée en 1990 qui est le plus important pour moi. Il fallait le mener à cet âge. Il fallait trouver des gens pour aller à l'assaut du parti unique et constitutionnel. Mais quand 30 années après, un parti éminent dans cette lutte dit « je préfère mes idéaux à des députés » et que quelques semaines après, tous les Mali se lèvent pour dire que cette assemblée n'en est pas une, elle est absolument illégitime. Et là, tout le monde le dit, y compris la majorité présidentielle. J'en suis fier. Ça ne fait pas de quelqu'un un zéro. L'Assemblée nationale, avec des députés illégitimes, ne fait pas l'alpha et l'oméga de la vie politique. Vous savez, il y a des personnes que les fonctions font. Il y a des personnes qui existent en dehors des fonctions. Je n'en dirai pas plus. Nous préservons nos idéaux. Nous ne sommes pas associés à cette mascarade et les Maliens nous en sont reconnaissants aujourd'hui et nous sommes extrêmement fiers de n'être pas dans cette assemblée dont la durée de vie est comptée, forcément. Le président, dans son discours, dit sa porte est ouverte, il vous tend la main. Qui va prendre une main en période de pandémie? Une main tendue en période de pandémie coronavirus. Vous pensez que c'est le moment de le dire? Et depuis combien de temps cette main est tendue? Le président, lorsqu'il est apparu l'autre jour, il a quasiment insulté les Maliens. Il n'a rien dit. Adresse à la nation, zéro annonce, zéro proposition, que des redites. Cette main est tendue depuis toujours. Cette porte est ouverte depuis toujours. Mais il se trouve que personne ne peut franchir les grilles ou ces portes pour prendre la main tendue, même avec les précautions liées à la Covid-19. C'est ça la réalité. C'est encore de la pure communication. Vous avez vu combien de temps il a fallu
à un président qui voit plus d'1 million de personnes dans les rues pour sortir et s'adresser à la nation, pour dire je vais recevoir ceux qui sont en désaccord avec moi et à la demande insistante de la société civile. Non, il n'y a pas de main tendue, il y a de la com pure. Merci, Maître Moutagatal. Ainsi se referme notre débat. Chers téléspectateurs, au plaisir de vous retrouver. Portez-vous bien d'ici là. Sachez que la lutte continue pour un Mali rayonnant pour tous. Nos pensées au chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, à sa famille. Et bien sûr, respecter les mesures barrières, car la pandémie du coronavirus est bel et bien réelle. À très bientôt. Que Dieu bénisse le Mali.